Euh, Merci tout d'abord d'avoir accepté cet entretien à l'occasion de la Semaine de l'Europe. C'est un signe fort entre la coopération de l'Union européenne et l'Union des Comores. Et à cet effet, pourriez-vous nous parler justement ce que cela représente la Semaine de l'Europe et quelles sont les célébrations prévues en Union des Comores pour cette journée-là? Merci. Merci. Voilà. Bon, comme vous savez, la Semaine de l'Europe, c'est essentiellement un ensemble d'événements qui se donnent autour du 9 mai. Le 9 mai, en effet, c'est le jour qu'on considère comme le déclenchement du processus d'unification européenne. Vous savez que le 9 mai 1950, 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, a fait un discours très courageux à l'Assemblée nationale française en parlant de réconciliation avec l'Allemagne et même de la mise en commun des industries stratégiques de l'époque, en particulier le charbon et l'acier. Donc, ce discours n'était pas facile à faire parce que c'était juste 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France avait vécu une occupation très dure de la part des Allemands. L'Europe était en ruine encore. La reconstruction de l'Europe commençait à aboutir, mais les rivalités, les haines, etc. étaient encore là. Et encore plus remarquable, si on pense qu'il y avait eu, dans les 70 ans, c'est presque dans l'espace de la vie de M. Schuman, 2 grandes guerres mondiales et une autre guerre entre la France et la Prusse, qui était dans le prédécesseur de l'Allemagne, on peut dire, quelques années avant sa naissance. Donc, ce discours était révolutionnaire pour l'époque. Il a déclenché toute une série d'émotions, mais en quelque peu de temps, 4 autres pays se sont ajoutés à ce processus. Et donc, l'Europe est née, en effet, au début des années 50, avec la communauté du charbon et de l'acier. Et on parle de la France et l'Allemagne, mais aussi l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc c'est un processus qui a commencé il y a longtemps et qui doucement, au cours de ces 72 ans, a progressivement s'est agrandi, c'est devenu plus profond, avec de plus différents moments faciles et difficiles. On a vécu même le départ de la Grande-Bretagne en 2017, mais dans l'ensemble, l'Europe aujourd'hui est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que chaque année, pour le mois de mai, on veut dédier une semaine de commémoration de cet événement. Or, quelle est l'importance pour le reste du monde de tout ça? Évidemment, c'est très important pour l'Europe, a permis la reconstruction de l'Europe et la transformation d'anciens pays ennemis en pays amis. Et donc, le message universel qu'on peut trouver dans ce type de situation, on peut dire, c'est le fait que l'Union européenne a démontré que les anciens ennemis peuvent devenir des amis, qu'on peut passer de la haine à la collaboration, à l'amitié et à la confiance, qu'aucune haine, aucune rivalité est éternelle, et que les nouvelles générations ne doivent pas payer le prix des erreurs des générations précédentes. Donc avec tout ça, a une valeur universelle. Et je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives dans d'autres continents, dans d'autres régions du monde, qui essayent de s'inspirer à cette logique-là. Et voilà, vous avez l'Union africaine, par exemple, où toutes les différentes organisations, la SADC, la COMESA, etc., quand même prennent l'inspiration aussi de l'Union européenne. Vous avez le processus d'intégration latino-américaine, vous avez l'ASEAN. Donc, en effet, l'Europe a quand même lancé cette idée, le continent qui avait au fond inventé le nationalisme, qui à cause du nationalisme avait passé à travers des guerres très destructives, a pu se réinventer, on peut dire, renaître. Et donc, c'est ça un peu le message de l'Union européenne. Donc, spécifiquement aux Comores. Aux Comores, évidemment, disons, on a une relation qui, au cours des dernières années, s'est fortement renforcée, qui a dépassé aussi des moments un peu difficiles quelquefois, mais maintenant le niveau de dialogue, d'entente et de compréhension de parties est particulièrement bon et avancé. Et en effet, on a pu adapter nos semaines de l'Europe
à la réalité aussi des Comores et de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a dédié cette année à la jeunesse. Vous me direz pourquoi la jeunesse? Bon, la jeunesse parce qu'après 2 ans de Covid, après toutes les conséquences économiques que la pandémie a engendré, les fermetures, malheureusement la perte d'emploi, la perte de la déréglementation des flux commerciaux, etc., quand même la force de la récupération peut venir de la jeunesse. Et donc, il faut encourager les jeunes, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner des pistes pour, disons, continuer à travailler pour un monde plus prospère, plus équitable et plus juste. Et donc, voilà, là, c'est vraiment les concepts qu'on a. On a essayé aussi de former une autre coopération à ça. Et au cours de cette semaine, nous avons toute une série d'événements que mes collègues en poste aux Comores, Pierre, Marie-Ange et tous les autres collègues qui sont sur place, Ali, etc., seront avec vous dans une série d'événements, qui vont marquer l'importance de la jeunesse. Et là, on aura une relance du programme Erasmus, des offres aux jeunes Comoriens pour poursuivre les études supérieures en Europe. On aura des actions en matière de formation professionnelle, projets avec la société civile. Il y aura aussi une conférence sur un thème qui est fondamental pour les Comores, un archipel au milieu de l'océan Indien, ça veut dire la gestion des océans. Et on le présentera aux élèves du lycée français de Moroni. Voilà, et donc on parlera aussi de tous les projets qu'on fait. Voilà, ça pour vous donner un premier aperçu de ce que sera la semaine de l'Europe à Moroni et dans les restes des communes. Monsieur l'ambassadeur, avec moi, il y a 2 journalistes qui sont tout aussi impatients, chacun d'eux, de poser sa question. Donc, si vous permettez, je voudrais leur donner la réponse. Après, maintenant, c'est à nous de décider si on prend 2 questions, 3 questions, 5 questions. Après, vous répondez au fur et à mesure ou comment on fait? Ok, ici, il y a aussi une série de questions. On peut faire 2 questions à la fois. D'accord. 2 questions. Soyez. 2 questions de 2 personnes différentes ou 2 questions d'une seule personne? Bah, disons, j'ai tous les plans que vous voulez. C'est une question d'organisation. Je dirais, chacun fait une question, après on peut faire un 2e tour, un 3e tour, etc. D'accord, c'est parfait. Alors, je peux commencer par poser 2 questions. Il y a pas de Voilà. Une question d'abord. Hein? Une question d'abord. Une question d'abord. Oui. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, bon, tout d'abord, merci. Pourquoi vouloir aller précisément à la rencontre des jeunes? Pourriez-vous nous expliquer ce que l'Union européenne fait concrètement pour la jeunesse? Parfait, oui. Alors, pourquoi on va aller à la rencontre des jeunes? C'est fondamentalement parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et pour faire face à l'avenir, il faut de l'espoir. Et il faut donner, par nous, les hommes âgés, je veux dire, on a quand même un devoir de transmettre aux nouvelles générations, pas seulement, disons, un monde équitable et dans lequel ils peuvent vivre, mais aussi leur donner un peu les guides de l'espoir, parce qu'eux puissent utiliser leur énergie pour construire leur vie et continuer les cycles un peu des générations, on peut dire ça. Alors, l'Afrique a eu une grande croissance de la population, les Comores aussi. Et donc, il y a effectivement beaucoup plus de jeunes qu'avant. Et, malheureusement, l'amélioration des conditions de vie, etc., fait que la plus grande partie de ces jeunes arrivent à l'âge adulte. C'est que malheureusement, à l'époque de nos grands-parents, ce n'était pas le cas. Quand on avait des maladies, des enfants mouraient très tôt, et tout ça. Donc voilà, on vit dans une époque qui nous donne des opportunités. Et c'est vrai que c'est un monde aussi complexe, dans lequel tous les jeunes comoriens, comme les jeunes de tout le monde, doivent s'insérer. C'est un monde où il y a des guerres, où il y a des dérèglements climatiques, où il y a des tensions sociales, où il y a des phénomènes de changement culturel qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Et donc, quelle est et aussi, il faut dire, il y a des problèmes partout de la dégradation de l'environnement. Et l'environnement, c'est très important pour les jeunes parce qu'en effet, c'est le monde dans lequel ils devront vivre. Donc, nous avons tous un devoir de laisser à nos enfants et petits-enfants un monde qui soit au moins comme celle qu'on a hérité, sinon meilleur.
Donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur la formation, donc les programmes Erasmus, les conférences, etc. On se concentre aussi sur la formation professionnelle, parce qu'en fait, l'éducation, c'est pas tout. L'éducation, c'est très bien, mais si après on n'ajoute pas du travail, c'est pas trop bien. Et donc, il faut au contraire éviter d'avoir des gens éduqués et mécontents. Parce que ça, aussi, c'est un facteur de déstabilisation à long terme. Donc, la formation professionnelle, l'emploi, l'insertion professionnelle sont très importants. Aussi, on essaie de travailler sur l'environnement des affaires. Les Comores ont un grand potentiel. Quelquefois, ce potentiel peut être limité par un milieu des affaires qui n'est pas tout à fait idéal. Et donc là aussi, on se concentrera sur comment attirer les investissements, comment valoriser l'accord de partenariat économique, quels sont les moyens d'utiliser de façon soutenable les ressources des Comores, et on fait des investissements importants. Voilà, on a, avec la centrale à Moélie, on nomme l'électricité à 20 000 personnes. On a des programmes avec la Banque européenne des investissements aussi pour des centrales à la Grande Comore. Et il faut dire, dans ces contextes, on se concentre aussi sur les femmes et les filles. On essaiera, au cours de cette semaine, grâce aux efforts de mes collègues sur place, de Pierre et de son équipe, de mettre en évidence des histoires des femmes qui peuvent constituer une inspiration pour les filles, pour leur expertise, pour leur effort, pour leur engagement, pour leur réalisation. Et donc là, on essaiera aussi, parce qu'on a tous, nous, les âgés, je peux dire comme ça, je me mets dans cette catégorie, on ne doit pas seulement faire des choses, on doit aussi être une source d'inspiration. Et là, on veut coopérer avec vous, avec vos sociétés, dans le respect de vos traditions, de vos coutumes, pour quand même donner à la jeunesse un message d'espoir et un chemin à suivre. Voilà, pour qu'ils puissent effectivement valoriser leur potentiel, et en faisant ça, valoriser le potentiel économique, humain et culturel des îles. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hosni. Je veux bien te présenter, s'il te plaît, parce que vous avez dit. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis Ousina Sani, journaliste à l'automne. Tout à l'heure, vous avez évoqué le projet Erasmus. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les opportunités offertes aux jeunes Comoriens? Ok, bon, Erasmus a déjà permis à toute une série de jeunes Comoriens, on ne peut pas continuer à le faire, de compléter la formation supérieure en Europe, en partenariat avec les universités européennes. On a aussi, on peut faire interagir les différents instruments qu'on a. On a évidemment Erasmus, mais on a aussi Interreg. Interreg, c'est le programme qui permet la coopération entre régions de l'Union européenne et régions frontalières d'autres pays. Donc, à côté, bon, pas exactement à côté, mais pas loin des Comores, il y a un département français qui est La Réunion, dont il y a des universités qui sont quand même des pôles d'excellence dans l'océan Indien. Et c'était un des grands résultats de La Réunion. Il y a 70 ans, les Réunionnais devaient venir à Madagascar pour l'étudier. Maintenant, La Réunion s'est dotée d'une université de Caen, et donc le programme Interreg permettra à des gens comoriens de se former à l'université de La Réunion. Ça, c'est quelque chose de très concret et qui est très facile, beaucoup plus facile à faire que se déplacer en Europe continentale. Voilà. Aussi, on aura des séances d'échange. Il y a eu, par exemple, lundi, à la faculté des sciences. Et là, je crois, Pierre et mes collègues donneront beaucoup plus de détails concrets sur comment un jeune Comorien peut participer dans ces programmes et profiter des opportunités offertes par les différents programmes européens en matière d'éducation. Donc vraiment, je vous invite tous à aller là-bas, parce que voilà, vous les journalistes avez aussi une responsabilité, c'est celle de diffuser l'information. Et effectivement, quand vous faites votre travail, vous permettez d'arriver où le contact direct ne permet pas d'arriver. Et donc, effectivement, la participation de la presse dans ce type
des situations, des contextes, peut favoriser, peut changer la vie de quelqu'un qui, en lisant vos journaux, peut dire, voilà, il y a une opportunité pour moi, je vais comprendre comment on va faire, etc. Et heureusement, je dois dire, notre bureau en Moroni, même avec les ressources limitées, mais quand même, ils font un effort énorme pour assurer une présence de l'Union européenne sur les îles. Et donc, voilà, ils seront vraiment à votre disposition pour vous donner tous les détails. Et voilà, je sais que je peux confier à eux et je me sens très bien représenté par eux sur le terrain. Et justement, quelles sont les possibilités que vous offrez, que l'Union européenne offre justement dans ce cas-là, sachant que souvent il y a toujours des obstacles dont les jeunes et les étudiants se heurtent justement. C'est pour cela que les étudiants comoriens préfèrent aller dans les pays africains où il y a beaucoup plus de facilité et dans les pays où il y a beaucoup plus de facilité. Quelles sont les opportunités concrètes, faciles, qui sont offertes justement à la jeunesse? Bon, le programme Erasmus prévoit ce type d'échange, donc ouvre les portes de l'université européenne, inclut la Réunion à ce type d'exercice. Après, il y a, je dirais, la des bureaux vous donnera un peu plus de détails sur les différents mécanismes qui existent comme fonction Erasmus, etc. Évidemment, c'est bien que les Comoriens vont dans les pays africains, parce que bon, c'est même les continents les plus proches, et avec lesquels les Comores ont beaucoup de liens. Bon, au fond, les Comores sont des îles, des océans Indiens, mais font partie de l'Afrique. Donc on comprend la préférence qu'il faut avoir. D'un autre côté, il y aura des centaines de milliers de Comoriens qui vivent en France. Donc il existe une possibilité pour les Comoriens d'aller en France, d'étudier, de travailler, etc. Et là, vraiment, je vous invite à aller à cette séance lundi dans laquelle mes collègues vous donneront tous les détails spécifiques pour comment participer dans ces programmes. Ta question? Oh oui. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, moi c'est Anjouza, journaliste à la Gazette des Comores. Et puisque nous sommes en train de parler de projet, pourriez-vous nous dire un mot de l'état d'avancement que vous avez parlé avec les autorités comoriennes au sujet des accords de pêche, s'il vous plaît? Alors, l'accord de pêche, en fait, le grand obstacle, c'était les cartons rouges. Et donc là, on a vraiment fait un travail important, je crois, grâce aussi au développement du bureau de Moroni. Et on a commencé les dialogues pour arriver à enlever ces cartons rouges. Évidemment, dès qu'on arrivera à faire ça, il y aura évidemment des ajustements à faire des deux côtés. Là, effectivement, les Comores pourront à nouveau aspirer à profiter de tous les avantages qu'un accord de pêche, en termes de compensation et d'assistance technique, etc., peut offrir. Donc voilà, là, je crois qu'on était bloqué pendant des années. Et je considère qu'un des succès de ces dernières années, c'est exactement avoir commencé ce processus qui aboutira à l'élimination du carton rouge, évidemment si les mesures appropriées sont prises. Mais j'ai beaucoup de confiance à possible. Pendant ma visite aux Comores, il y a même pas quelques mois, je dirais, on a eu des échanges très très intéressants avec les autorités comoriennes. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a une vraie volonté politique maintenant, à partir du président, des ministres et tous les autres, d'effectivement travailler avec l'Union européenne. Donc j'ai assez de confiance qu'on fera le possible pour arriver à un rétablissement de l'accord de pêche. Et justement, dans le même sens, pourriez-vous justement donner plus de précisions sur le programme de coopération au développement de l'Union européenne dans le pays, parce qu'on sent depuis quelques mois un renouveau de la coopération Union européenne. Qu'en dites-vous? Qu'en est-il? Voilà, effectivement, il y a un renouveau de la coopération. Comme vous savez, on a déjà des programmes en matière de gouvernance économique et financière, des formations professionnelles, dans les domaines de l'énergie, en particulier les centrales photovoltaïques à Moëli, et on pourra en faire une autre par la Grande Comore, protection environnement, adduction d'eau potable en juin. C'est très important, vu le fait qu'en juin est densément peuplé et que l'eau
c'est un facteur fondamental pour le développement et pour la santé. Mais à la fin de 2021, on s'est mis d'accord d'une enveloppe initiale de 46 millions d'euros de subventions sur une base pluriannuelle comme appui au plan Comores émergent. Donc, en effet, de notre côté, il y a eu comment dirais-je, un dialogue qui s'est basé en fait sur le projet de votre gouvernement, et c'est un projet partagé par la société comorienne dans son ensemble, d'aboutir au développement et l'émergence. Et on a décidé de donner ces 46 millions initiales, avec possibilité de doubler la poste d'ici quelques années, pour vous aider. En même temps, on a fixé, d'accord avec votre gouvernement, 3 secteurs prioritaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pacte vert, pacte bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement une restructuration de l'économie comorienne pour la rendre compatible avec les principes du développement soutenable, avec, disons, la protection de l'environnement. Comme vous avez, les îles ont un patrimoine de biodiversité, soit à un niveau terrestre et marin, halieutique, extraordinaire. Et évidemment, la croissance de la population pourrait mettre en danger si les modèles de développement seraient un modèle de développement destructif. Et en effet, on veut vraiment vous aider, soit par terre, soit sous la mer, à adopter un modèle de développement soutenable. Et donc là, c'est le premier axe. Et donc ça implique évidemment la réorganisation de certains processus productifs, de gestion des déchets, fonctionnement en général des chaînes de production, etc. Après, on a un autre volet qui se concentre sur la croissance et l'emploi. Et on dit, bon, évidemment, la protection de l'environnement, le développement soutenable, c'est très bien, mais il faut la croissance. Parce que la croissance, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est l'équité, c'est aussi l'épanouissement de la société. Et le résultat de la croissance doit être aussi l'emploi. C'est la façon de mieux d'avoir une croissance équitable, c'est que ce soit une croissance qui engendre des emplois. Et comme ça, vous aurez une société dans laquelle il n'y aura pas uniquement comme alternative l'immigration. Évidemment, l'immigration comorienne est un élément de force. La diaspora rapporte beaucoup au pays, mais c'est vrai qu'on voudrait arriver à une situation dans laquelle il y a aussi des opportunités pour les jeunes aux Comores, mais au mieux encore, qu'il y aurait une opportunité pour les gens de la diaspora qui peut-être mettent leur épargne à côté dans l'investissement à l'étranger, de rapatrier une partie de leur argent pour aider le développement des Comores. Dans certains pays au monde, je pense que certains pays comme l'Amérique centrale, il y a des pays où les investissements de la diaspora sont la première source de croissance. Et donc là, c'est aussi la possibilité de réorganiser ça. Mais pour faire ça, pour que tout soit faisable, il faut la gouvernance économique. Ça veut dire qu'il faut des bons décideurs économiques, il faut la lutte à la corruption, il faut les facilitations commerciales, etc., financières, etc., pour rendre des pays attrayants pour l'investisseur comorien basé aux Comores, pour l'investisseur de la diaspora, et pour l'investisseur étranger, n'importe de quel pays il vient d'Europe, qui vient d'Afrique, qui vient du Moyen-Orient, d'Asie. Tout investisseur fonctionne un peu de la même façon. Il est là pour avoir un bénéfice et il est prêt à faire un effort d'investissement qui peut-être au cours des premières années, c'est à perte, j'en parle des bénéfices, mais il a besoin donc de stabilité, de certitude, de respect des contrats, de visibilité en termes d'opportunités, etc. Donc tout ça sont des éléments clés pour permettre, disons, une valorisation du potentiel économique et social des îles. Et donc, on voudra travailler avec vous, avec le gouvernement, évidemment, mais aussi avec la société civile comorienne, avec les secteurs privés, pour se concentrer sur ces 3 objectifs fondamentaux. Donc, pacte vert, pacte bleu, croissance et emploi et gouvernance économique. Monsieur l'ambassadeur, Badraoui Aïda FM.
Moi, je veux revenir un peu en arrière par rapport au programme de la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accord de partenariat, Union des Comores plutôt. Donc, nous, on aimerait savoir, en termes de moyens, quelle est la part dédiée par rapport à l'accord de partenariat à la jeunesse. Et est-ce que cette part va spécifiquement au programme de l'éducation, notamment avec Erasmus, où il y a un autre volet qui concerne la jeunesse autre que l'éducation? Alors, bon, les deux volets sont fondamentalement la formation professionnelle et l'éducation. Mais dans tous ces autres volets, l'attention sera sur la jeunesse. C'est clair que le potentiel du pays est lié à sa jeunesse. Et donc, n'a pas de sens de parler de croissance et emploi si on ne considère pas les opportunités pour les jeunes. On n'a pas de sens de parler de restructuration de l'économie en sens de soutenabilité si on n'incorpore pas la jeunesse. Donc, en effet, la tension de la jeunesse, c'est un peu une constante. C'est un peu comme on a dans beaucoup de programmes une attention à la condition des femmes. Je veux dire, ce sont des critères, on peut dire, transversaux, horizontaux, qu'on peut introduire pour favoriser les jeunes dans ces processus. Mais aussi, il faut être honnête, on ne peut pas non plus introduire des divisions nécessaires entre les adultes et les jeunes, etc. C'est la même société. Les adultes ont des enfants qui sont des jeunes, et les jeunes ont des parents qui sont des adultes, ou même des grands-parents. Donc, l'idée, c'est une société harmonique. Ce n'est pas une société dans laquelle on met les personnes âgées à côté, on se concentre sur la jeunesse. Ce n'est pas juste, il serait patient. En effet, tous les processus sont de développement d'un pays se font aussi entre un dialogue entre générations. Et donc là, je crois, on est très respectueux des structures de notre pays, de la solidité quand même des structures familiales, et on ne va pas non plus dire, voilà, on parle d'un développement harmonique de toute la société comorienne. Mais évidemment, il faut penser aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui devront travailler dans l'avenir. Voilà. Et nous, progressivement, on est à la retraite, je suis trop tard. Voilà. Donc là, c'est un peu l'idée. Mais c'est pour ça que je vous invite à attendre la séance que le bureau organisera lundi pour effectivement avoir tous les détails spécifiques à transmettre à la jeunesse comorienne pour participer à cette opportunité dans ces cas spécifiques en matière d'éducation. Vous avez parlé de la société civile, comment travaillez-vous avec elle? La société civile, elle a été toujours au cœur de nos préoccupations, parce que la société civile, c'est aussi la force d'une nation. Ça veut dire, évidemment, l'État ne peut pas tout faire. L'État, évidemment, fait ce qu'il peut, mais l'organisation, c'est des sociétés vitales, des sociétés qui ont quand même beaucoup d'innovation, qui ont beaucoup de progrès. Donc des sociétés aussi où la société civile s'organise. Et donc, on a évidemment dans nos instances de dialogue, on a eu toujours une attention aux différentes organisations de la société civile, et on a aussi participé en tant qu'observateur. Moi personnellement, je suis venu et mes collègues à Moroni étaient là tout le temps, au dialogue politique qui a été lancé par le gouvernement. Là, je crois que c'était aussi un moment intéressant d'interaction entre différentes instances du pays. J'étais, je veux dire, très impressionné par la quantité de gens qu'il y avait à cette dialogue politique. Effectivement, l'Assemblée nationale était complètement pleine de gens. C'était quelque chose d'intéressant à voir. C'était vraiment un signe aussi d'une certaine vitalité de la société comorienne. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi avoir des dialogues spécifiques avec les organisations de la société civile pour mieux calibrer notre coopération. Donc je sais qu'il y aura toute une série d'instances, de dialogues, mais aussi on donnera des subventions, parce qu'évidemment on ne peut pas se limiter à dialoguer. On a prévu des subventions qui vont directement à la société civile, sans passer par l'État, pour toute une série d'actions, par exemple, en matière de protection des enfants, pour des luttes pour l'adaptation au changement climatique. Et il y aura deux projets
disons, pour un total de 500 millions de FT1, de francs comoriens, pour le renforcement des organisations comoriennes et en général pour la participation au processus de dialogue et de développement des îles. Encore, on va essayer, et j'en ai parlé un peu avant, d'orienter davantage les flux financiers de la diaspora vers les investissements. Ça veut dire, il y a beaucoup de Comoriens qui sont aussi des Européens. Ils vivent en Europe, ils ont un passeport français, ils ont d'autres nationalités, qui travaillent, qui épargnent, etc. Donc certains d'eux viennent, évidemment, ils contribuent au grand mariage, etc. C'est bien, c'est la tradition, mais il y a aussi un élément important qui est l'investissement. Et donc, on va essayer de travailler avec les institutions financières pour favoriser ce flux financier dirigé en termes d'investissement. Et donc, parce que l'enracinement de cet argent ne reste pas seulement au Comores, mais aussi peut fructifier, peut mettre en valeur des ressources que vous avez sous les îles et des capacités que vous avez sous les îles. Voilà. Donc, je crois que pour faire tout ça, on ne peut pas le faire seulement avec l'État, mais on doit travailler avec la société civile et on sait aussi que l'État comorien regarde en termes notre dialogue avec la société civile, avec un bénévole, parce qu'il sait que nos objectifs, c'est au fond contribuer au renforcement de la société comorienne dans son ensemble. L'Union européenne a promis, lors du dernier sommet Union européenne, Union africaine, d'accompagner l'Afrique dans sa transformation économique et transition énergétique. Y a-t-il des projets spécifiques envisagés aux Comores? Oui, bien sûr. En effet, comme vous savez, au sommet de Bruxelles, il y a eu une vision de l'Afrique qui a été configurée ensemble entre Européens et Africains. C'est une Afrique qui reçoit de l'aide, mais surtout une Afrique capable d'attirer les investissements. Donc, on commencera avec des projets spécifiques, comme j'ai dit, en matière d'énergie, en matière de formation. On va travailler sur le flux financier. On aura des programmes spécifiques pour la croissance et l'emploi. Et en effet, dans les plans d'action annuels, il y a déjà des pistes. Mais le bureau est en contact constant avec les autorités comoriennes et est en train d'identifier aussi des programmes pour les années à venir. Et les gros messages aussi, c'est un autre. On regarde de plus en plus au mixage des fonds. Ça veut dire, les subventions de l'Union européenne, évidemment, sont importantes, car 6 millions d'euros, ce n'est pas rien, je veux dire. Mais on peut attirer beaucoup plus de capitaux si on arrive à travailler avec la Banque européenne des investissements et là aussi à mélanger des investissements privés et publics. Ça veut dire des banques de développement comme la Banque européenne d'investissement ou la Banque africaine de développement, qui d'ailleurs aussi est financée en partie par l'Union européenne, ou la Banque mondiale. Et là, combiner une partie subvention, une partie prêt et une partie investissement direct. Donc c'est ça, c'est un peu la clé pour développer l'Afrique. En fait, l'aide internationale tout seul ne peut pas développer un pays, il faut être honnête. L'aide internationale peut aider, peut créer des conditions pour l'investissement, mais sans les énergies financières et aussi de travail des sociétés elles-mêmes, c'est difficile d'arriver à créer un processus virtueux de croissance. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur les questions de gouvernance, parce que la gouvernance est fortement liée aux environnements des affaires. Et donc, si vous avez un pays qui a un bon système de prévention de la corruption, si vous avez un système qui facilite dans les douanes, dans l'installation, dans les systèmes des permis et des autorisations, c'est un système qui, au fond, a comme objectif d'attirer l'investisseur, soit-il comorien, étranger, européen, africain, asiatique, d'où il vient. Là, effectivement, on peut faire la différence. Donc, on essaiera vraiment de travailler sur ça, sur comment, pour mettre en pratique les promesses faites à Bruxelles, on pourra attirer des capitaux privés. Et là, c'est vraiment important. Je vois les Comores, ils sont quand même un pays qui a beaucoup d'identités en même temps. C'est un pays
de l'océan Indien, vous êtes un pays africain, vous êtes un pays de la Ligue arabe, vous êtes un pays qui a toute une série d'autres connotations qui vont très loin, hein, qui vont dans le Golfe, dans Oman, voilà, Zanzibar, et jusqu'à l'Afrique du Sud, et jusqu'à la... Tout ça vont être au carrefour de tous ces voies de communication, peuvent vous donner beaucoup d'opportunités. Donc là, il faut essayer d'attirer les capitaux d'où ils peuvent venir. Et pour faire ça, il faut effectivement que les investisseurs, et je dis, soit-il comoriens ou étrangers, puissent opérer dans un climat serein, stable, prévisible, et dont ils peuvent légitimement aspirer à avoir des bénéfices de l'investissement. Et quand on regarde dans l'investissement, il ne faut pas simplement regarder combien ils payent d'impôts, des droits de douane, etc. Il faut voir combien d'emplois il engendre. C'est un investissement qui est capable de donner du travail. Il faut penser que chaque emploi, il y a une famille derrière qui vit. Et donc là, c'est quelque chose qui est important. Donc, il échappe dans l'évaluation de l'investissement, quand on vit les coûts et bénéfices, il y a un bénéfice fondamental en termes d'emploi ou en termes de transfert des connaissances. Je veux dire, la présence d'une entreprise performante qui s'installe au Comores, c'est aussi toute une filière qui peut se construire, des fournisseurs qui doivent donner des composantes, des connaissances, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes qui s'établissent. Et ça peut être dans des secteurs comme le Mamourou, comme il peut être dans les secteurs où vous avez quand même des points de force, vous avez quand même des exportations de haute qualité, des girofles, la vanille, il y a une série de produits comoriens dont la tradition est très ancienne. Et exactement, votre force aussi, parce que vous êtes inséré depuis très longtemps, depuis des siècles, dans les circuits commerciaux, qui fait que voilà, des girofles comoriens connus dans le monde et appréciés, la vanille, etc. Et là, simplement pour dire deux exemples les plus évidents. Voilà, mais là, il y aura beaucoup d'autres possibilités. Il faut étudier, voir quels sont les avantages comparatifs, et là, d'essayer d'investir pour comprendre. Monsieur, je peux? Oui. Ok. Monsieur, bonjour, c'est Souadri Saïd de l'OTC. Moi, j'ai deux ou trois points à vous poser comme question. Un, sur nos partenaires. Avant, on considérait l'Union européenne comme un partenaire qui est beaucoup présent chez nous, mais actuellement, il y a les Chinois, il y a les Saoudiens, tout le monde est là. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas, puisque les investissements chinois sont bien vus par rapport aux investissements européens? Je voudrais savoir, est-ce que quelque part vous n'êtes pas inquiété? Puis, deuxièmement, concernant les bourses, vous avez parlé des bourses, mais vous n'avez pas parlé des chiffres. Combien l'Union européenne donne comme de bourses aux Comores en termes d'années ou bien de plusieurs années, je ne sais pas. Et puis aussi, vous allez parler de quelques modifications concernant les subventions au sujet de la société civile. Vous allez dire que le budget ne va pas passer sur les caisses de l'État. Est-ce que sur les bourses, vous n'allez pas changer quelques méthodes parce que ici chez nous, les bourses ont tendance à être partagées comme des gâteaux dans les mariages avec les ministres qui donnent des bourses à gauche, à droite. Ok, bon. Pour être précis. Alors, concernant les investissements d'autres partenaires, comme la Chine, évidemment, je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Je veux dire, si les Chinois font des investissements aux Comores qui aident le développement des Comores, on n'est pas en concurrence avec la Chine. Et quand j'étais là, j'ai rencontré l'ambassadeur chinois, on a échangé. Certains des problèmes que nos entreprises rencontrent sont aussi des problèmes que les entreprises chinoises peuvent rencontrer. Donc, en effet, je crois qu'on peut créer des synergies avec aussi d'autres partenaires et quelquefois, un investissement peut en attirer un autre. Donc là, je ne suis pas particulièrement préoccupé qu'il y a d'autres investisseurs. Au contraire, je trouve que plus le Comore devient un endroit attrayant pour l'investissement, plus il y aura l'opportunité aussi pour l'Europe de faire des affaires avec les Comoriens. Donc là, je dirais, on est relativement tranquille, mais simplement, il faut que du côté comorien, il y a, comme je dis, l'établissement de mesures et de contextes qui favorisent l'investissement. Concernant les bourses, voilà, alors, les détails, je vous dis,
ce sera Pierre et mes collègues qui vous donneront tous les détails spécifiques pour savoir combien, comment on peut appliquer, etc. Nous, elle posait une autre question importante, c'est un peu sur l'aspect éthique. Ça veut dire les coûts qui sont partagés par quelqu'un, etc. Bon, on a un système, on mettra un système, et là c'est pour ça que je vous ai mis aller lundi parler avec mes collègues, exactement pour que les mérites soient pris en considération. Les mérites et la potentialité sont plus importants, je dirais, que les connexions. Voilà. Et donc on essaiera effectivement d'avoir un mécanisme qui soit le plus transparent et correct possible. Et là, on verra après. On jugera sur la base des résultats. Et la troisième question. La troisième question. Oui. Il y a une dernière question. Oui, c'est lui. Ah, d'accord. Je pense que c'est la dernière question, c'est mon abdo de l'autre encore. Vous allez quitter le Comore, monsieur l'ambassadeur. Quel est le bilan tirez-vous à votre action dans le pays, malgré le passage de Covid encore? Pardon, j'ai bien écouté la question. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Et la question, vous allez quitter le Comore et nous voulons savoir le bilan que vous tirez et pendant le 4 ans que vous étiez au Comore, malgré le passage de Covid. En effet, bon, j'ai quitté les Comores à la fin août. Donc, avec Pierre, on travaille évidemment pour que je puisse faire une dernière visite aux Comores et on puisse faire coïncider ça avec nos séances de dialogue politique Union européenne-Comores. Et donc, on travaille ici, j'en ai parlé au ministre des Affaires étrangères, et il sera aussi pour moi l'occasion de dire au revoir au président Azani. Les bilans, je dirais, il y a un bilan politique et un bilan en matière économique et de coopération. Le plan politique, je crois qu'on a rétabli la confiance. Il y a 4 ans, les relations étaient un peu plus froides. Il y avait un processus comorien qui avait pris un chemin qui était différent de ce que l'Europe voyait. Et à travers toute une série de séances de dialogue, quelquefois faites d'une façon très discrète avec les ministres des Affaires étrangères, les 2 ministres que j'ai vus, avec le président lui-même, avec la société civile, avec aussi des opposants éminents. Vous avez eu l'opportunité de les rencontrer. Je crois, j'ai compris beaucoup plus de la société comorienne et je fais un effort de transmettre les spécificités comoriennes à Bruxelles. Et là, effectivement, mes collègues du bureau des Moroni m'ont été extrêmement, m'ont aidé énormément dans ce processus. Mais c'est aussi toutes les séances de dialogue qu'on a eues avec vous, soit-elles formelles, soit-elles informelles. Donc je dirais que la qualité du dialogue a amélioré et ça c'est ma perception, mais je crois que devrait être aussi, probablement l'est aussi, celle des autorités comoriennes. Aussi, on a essayé effectivement de diversifier nos sources d'information, de dialogue, etc. Et donc on a enfatisé les contacts avec la société civile. Je crois que le bureau à Moroni, le bureau de l'Union européenne à Moroni, Pierre, Marianne, Jali et les autres ont fait vraiment un grand effort de parler de l'Europe aux Comoriens et d'écouter les Comores d'une façon différente et de transmettre cette connaissance. Et ceci a aidé à éliminer toute une série de malentendus. La perception des Comores comme un pays toujours prêt à une crise. Et on a vu aussi, on a mieux compris l'interaction entre effectivement la société locale, entre les îles, entre la diaspora, etc. Or, évidemment, il y a des problèmes. Tout pays au monde a des problèmes. Mais on a trouvé quand même la façon de se parler, même quand on n'est pas complètement d'accord. Après, je dirais sur le plan commercial, l'Union européenne reste en effet le premier partenaire des Comores. On a pu renforcer notre rôle là-bas. On a pu essayer de garder, même dans une période de crise, même dans une période où beaucoup d'entreprises font partie des Comores, quand même des liens forts. Donc je dirais, ces les dernières 2 ans, à cause du Covid en particulier, on a vécu des grands bouleversements, quand même l'Union européenne a pu garder sa place au Comores, et ça c'est pas seulement dans notre intérêt, c'est aussi dans d'autres intérêts,
parce qu'évidemment, les liens avec l'Europe est très important pour les Comoriens, en particulier quand on tient en compte qu'il y a 300 000 Comoriens qui vivent en Europe. Donc, voilà, on peut dire un Comorien sur 3 presque est en Europe maintenant. Et donc, ces liens sont vitaux pour les deux parties. Après, bon, comme je dis, on a une relance de la coopération, vous l'avez remarqué vous-même. Je crois la centrale thermoélectrique à Moëlie, c'est le premier d'une longue série de projets qu'on voulait faire chez nous. Et on espère pouvoir l'inaugurer ensemble avec le président de la République lors de mon voyage au Gabon. Donc là, on y tient parce que c'est quelque chose dont nous sommes fiers, mais aussi il faut reconnaître que dans tout cet exercice, le gouvernement comorien a vraiment déployé ses meilleures énergies pour mener à bout ces projets. Et donc voilà, le mérite est vraiment un mérite partagé. Et après, bon, la question du dialogue de la pêche, et après le lancement de nos programmes de transition professionnelle, et aussi une meilleure articulation entre les idées de notre coopération et la réalité des Comores et aussi les aspirations qui au fond s'identifient dans les plans Comores émergents. Donc le fait d'être arrivé à orienter notre coopération de façon qui soit en ligne avec nos valeurs, mais aussi en ligne avec nos aspirations, c'est quelque chose dont je suis vraiment content qu'on a pu le faire au cours des derniers mois. Mais je tiens à dire que tout ça aurait été impossible sans vraiment l'aide et le dévouement de mes collègues à Moroni, qui restent quand même là tout le temps, et que, effectivement, sans leur travail constant, il aurait été impossible d'obtenir, même par an, de ces résultats positifs que j'ai mentionnés. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'on va quand même prendre une seule question parce que je ne voudrais pas que mes collègues qui sont là me traquent dehors. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Donc, on va prendre une seule question, une dernière question. Madame, on va donner la parole. La question est déjà posée. Ah oui, d'accord. Ok. Monsieur l'ambassadeur, la situation internationale est critique avec la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. Si le théâtre des opérations est très éloigné des Comores, les conséquences de cette guerre frappent directement notre pays. Quelle est la position de l'Union européenne? Bon, alors, pour dire la position de l'Union européenne, c'est bon, la situation est lamentable. C'est vraiment très très triste ce qui est en train de se passer. L'Union européenne déplore une invasion russe des Comores, pardon, de l'Ukraine, excusez-moi. Moi, on n'est pas là. On déplore cette invasion, on déplore les pertes humaines et matérielles qui sont engendrées. Et on a pris une stratégie, disons, d'un côté, soutenir le plan humanitaire et autres, la population ukrainienne, et en même temps prendre des sanctions pour montrer notre fort mécontentement et préoccupation à la Russie. Donc on espère que cette situation puisse se résoudre rapidement. Et évidemment, notre position, c'est que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent être restaurées. Alors ça, c'est sur le plan politique. Et on est aussi content que les Comores partagent en général notre vision. Et sur une déclaration fondamentale de l'Assemblée des Nations Unies, ils vont aussi condamner l'invasion, ce qui est vraiment important. En même temps, il n'y a pas seulement le plan politique, Russie et Ukraine ensemble, c'est des grands exportateurs de blé, des grands exportateurs d'autres céréales, des grands exportateurs de fertilisants, et la Russie en particulier, c'était un grand exportateur d'hydrocarbures. Donc cette guerre, pas pour la dévastation des infrastructures, l'interruption des flux commerciaux, et même pour les sanctions qu'on a pu mettre à la Russie, parce que bon, la sanction, c'est aussi une façon de manifester pacifiquement notre fort mécontentement, évidemment, ont engendré une augmentation des prix de tous ces produits. Et donc, ça se répercutera inévitablement sur tous les marchés internationaux. Il y a déjà une scarcité de produits alimentaires, il y a une scarcité des fertilisants, et il y a une hausse préoccupante des hydrocarbures qui affecte les transports. Et donc, pour un pays comme les Comores, pays insulaire, qui est déficitaire en matière alimentaire et énergétique, ça va être difficile. Donc, voilà, notre coopération aussi
heureusement, on s'était déjà orienté vers les photovoltaïques, au moins pour atténuer en partie l'impact de la hausse des carburants. Mais effectivement, après 2 ans des Covid qui ont déjà fait assez de dégâts, cette invasion, effectivement, a créé des règlements économiques importants. Donc je crois que plus que jamais, c'est important d'un côté que la communauté internationale tout ensemble fasse la pression nécessaire sur la Russie pour que l'invasion s'arrête. Parce que la seule façon de terminer tout ça, c'est en terminant le combat et en rétablissant la souveraineté de l'Ukraine. Mais après, ensemble, il faudra faire face aux conséquences économiques. Et donc voilà, encore davantage l'importance de notre coopération se met en lumière, parce que là, on a déjà les sommes, on a l'argent, on a les moyens, et on fera aussi le possible pour atténuer les conséquences négatives sur les Comores, comme sur d'autres pays amis et partenaires, de l'impact de cette malheureuse crise internationale. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. C'était très intéressant, enrichissant. Et merci à tous d'être venus.